Un vendeur refuse sans la moindre hésitation une offre de $2000, absolument convaincu que l'histoire attachée à sa montre vaut bien plus que tout ce que Rick Harrison est prêt à payer. Un autre franchit avec confiance les portes du prêteur sur gage, croyant posséder une relique inestimable de l'histoire américaine, pour ensuite voir un expert démonter patiemment toutes les hypothèses qu'il entretient depuis des années. Tout au long de l'histoire de Pawn Stars, des garde-temps remarquables sont arrivés avec des histoires liées à des présidents, des industriels légendaires, des héros militaires, des révolutionnaires célèbres et même des escrocs notoires dont les noms fascinent encore les collectionneurs aujourd'hui. Pourtant, chaque évaluation inoubliable prouve la même leçon intemporelle: une histoire remarquable à elle seule ne garantit pas une valeur remarquable, tandis qu'un petit détail négligé peut transformer une montre ordinaire en une découverte extraordinaire. Certaines montres sont entrées dans la boutique entourées de légendes familiales qui se sont effondrées dès que les experts ont examiné les preuves de plus près. D'autres semblaient tout à fait ordinaires à première vue pour ensuite révéler une signification cachée qui laissait même les professionnels chevronnés stupéfaits et réduits au silence. Une poignée s'est avérée valoir à peine plus que le métal précieux qu'elle contenait, même si des générations de parents pensaient qu'elle possédait des trésors inestimables. Quelle montre a été valorisée presque entièrement à cause d'une histoire qui s'est finalement révélée fausse? Et quel propriétaire a refusé de vendre, préférant son histoire personnelle à l'argent liquide? Même après que Rick Harrison ait doublé son offre initiale, rejoignez-nous pour découvrir les montres inoubliables sur Pawn Stars, qui ont étonné les experts et remis en question tout ce que les gens pensaient savoir sur la valeur. C'est quelque chose que j'ai trouvé dans le tiroir à sous-vêtements de mon père. Rick ne put s'empêcher de sourire en haussant un sourcil et en répondant en plaisantant « Très bien, est-ce que je veux même le voir ?» La femme rit avec assurance avant de placer une vieille montre de poche sur le comptoir, avec un soin remarquable, convaincu d'avoir découvert quelque chose d'incroyablement rare. À l'instant où Rick l'a pris dans ses mains, la lueur chaleureuse du boîtier en or, le savoir-faire élégant et une signature gravée familière ont immédiatement attiré leur attention. La vendeuse s'est présentée sous le nom de Kim et a expliqué qu'elle avait découvert la montre en triant les effets personnels de son défunt père. La pièce magnifiquement préservée présentait un boîtier en or massif, 10 carats, un mouvement mécanique complexe de 20 et un rubis, et ce qui semblait être la signature indubitable d'Henry Ford, 2 gravée sur le dos. Pour Kim, la conclusion semblait presque inévitable. Elle pensait être tombée sur un véritable héritage de la famille Ford qui était resté oublié dans un tiroir pendant des décennies, attendant tranquillement que quelqu'un reconnaisse son incroyable importance. Rick fit lentement tourner la montre de poche sous les lumières, examinant attentivement chaque gravure avant que son expression ne change subtilement. Avant de discuter de sa valeur potentielle, il a doucement corrigé un malentendu historique important. Henry Ford II n'était pas le fondateur légendaire qui a créé la Ford Motor Company, mais plutôt le petit-fils de Henry Ford, le dirigeant qui a dirigé l'entreprise pendant une grande partie du milieu du XXe siècle, au cours de l'une de ses époques les plus influentes. Puis Rick se pencha plus près de l'inscription et fit remarquer quelque chose que Kim avait complètement négligé. La gravure n'identifiait pas du tout la montre comme étant la possession personnelle d'Henry Ford II. Au lieu de cela, il était clairement écrit « Présenté par Ford Motor Company à F. Weber à l'occasion du 35e anniversaire ». En un instant, toute l'histoire a basculé. Plutôt que d'être un objet précieux de l'une des familles industrielles les plus célèbres d'Amérique, la montre avait en fait été décernée à un employé fidèle nommé F. Weber en reconnaissance de 35 années de service dévouées à l'entreprise. Ni Rick ni Kim n'ont reconnu le nom, mais cette inscription a complètement réécrit tout ce qu'ils pensaient savoir sur la montre. Rick a expliqué que pendant une grande partie du XXe siècle, de nombreuses grandes entreprises américaines ont récompensé leurs employés de longue date avec des montres en or magnifiquement gravées comme symbole d'appréciation et de fidélité. Bien avant que les primes de retraite, les plaques commémoratives ou les programmes de reconnaissance des entreprises ne deviennent monnaie courante. Ces montres de présentation représentaient des décennies de bons et loyaux services et de dévouement professionnel. Ford Motor Company a commandé des milliers de montres similaires, chacune portant la signature imprimée d'Henry Ford II plutôt qu'une inscription signée individuellement. Bien que la signature paraisse impressionnante,
Elle n'a jamais été destinée à suggérer que la montre appartenait personnellement à la famille Ford. Cette simple explication a discrètement démantelé le fantasme passionnant que Kim avait imaginé depuis la découverte de la montre. Ce qui ressemblait à un trésor irremplaçable de la famille Ford était en réalité une pièce de présentation d'entreprise magnifiquement conçue, ayant une importance sentimentale pour la famille d'un employé, mais une rareté limitée parmi les collectionneurs. Rick est resté complètement transparent tout au long de l'évaluation, expliquant que les collectionneurs ne paieraient généralement pas une prime significative simplement parce que la signature imprimée d'Henry Ford II apparaissait sur le boîtier. Du point de vue du marché, la plus grande valeur résidait presque entièrement dans le métal précieux lui-même. Après avoir soigneusement estimé la teneur en or, Rick a calculé que la montre contenait environ 230 $ d'or. Il a admis que s'il l'achetait, il la valoriserait presque certainement comme de la ferraille d'or, plutôt que comme un artefact historique hautement collectionnable, car la demande pour ce type spécifique de montre de présentation restait assez limitée. Pour Kim, cette prise de conscience a été naturellement décevante. Ce qui avait semblé être une découverte qui aurait changé sa vie quelques instants plus tôt était progressivement devenu un peu plus qu'un bel objet dont la principale valeur provenait de l'or contenu dans son boîtier. Même après avoir entendu des évaluations décevantes, aucune des deux parties ne s'est précipitée vers un accord. Kim espérait toujours que l'état exceptionnel de la montre et son lien avec Ford Motor Company pourraient justifier une offre plus élevée, tandis que Rick expliquait patiemment tous les facteurs qui avaient influencé sa valorisation. La conversation est restée amicale, alors que les deux parties ont négocié chacune, essayant de parvenir à un compromis équitable. Finalement, ils se sont mis d'accord sur un prix final de 200 $, laissant l'histoire remarquable des 35 années de loyaux services de F. Weber réduite à une transaction d'une valeur à peine inférieure à celle du métal précieux lui-même. L'ironie discrète de l'accord a persisté longtemps après la fin des négociations. Des décennies plus tôt, cette même montre de poche représentait certainement l'une des réalisations les plus fières de toute la carrière d'un employé assidu. Il symbolisait l'engagement, la loyauté, la persévérance et une vie consacrée à l'une des plus grandes entreprises américaines. Pourtant, le temps avait séparé l'objet de l'homme qu'il avait mérité, ne laissant derrière lui qu'un boîtier magnifiquement gravé dont la véritable signification avait presque disparu sous les hypothèses attachées à un nom de famille célèbre. Le prochain vendeur qui a franchi les portes du prêteur sur gage n'aurait pas pu être plus différent. Il n'y avait aucune histoire familiale émouvante, aucun récit dramatique transmis de génération en génération et aucune affirmation extraordinaire selon laquelle l'histoire elle-même se trouvait dans sa collection. Au lieu de cela, il transportait une petite pile de montres fantaisie bon marché qui semblait appartenir aux étagères d'un vieux magasin de jouets plutôt qu'à l'intérieur de l'un des prêteurs sur gage les plus célèbres d'Amérique. Ironiquement, ces humbles petites montres étaient sur le point de surprendre tout le monde dans la pièce. Bien plus que l'élégante montre de présentation, Ford ne l'avait jamais fait, prouvant une fois de plus que sur Pawn Stars, les apparences peuvent être merveilleusement trompeuses. Mais une série d'accidents ferroviaires mortels causés par des montres inexactes, le pire survenu en 1891 a contraint l'industrie ferroviaire américaine à exiger de nouvelles normes strictes en matière de chronométrage. Les fabricants américains ont respecté ces normes de manière si décisive qu'en 1910, ils avaient complètement dépassé l'Europe et les collectionneurs privilégient encore aujourd'hui cette histoire. La montre de Leslie était authentique, l'histoire de son père était authentique et le marché s'en fichait toujours. Rick a ouvert à 100 $. Leslie ne bougeait pas. Il est arrivé à 400 $. Elle ne bougeait toujours pas. Ils ont travaillé d'avant en arrière jusqu'à ce que le montant atteigne 475 $. Rick l'a pris. Une histoire vraie attachée à une montre que le marché n'a pas appréciée, mais qui est quand même repartie avec un prix presque plein. Mais ce n'était pas la dernière fois que cela se produisait, et la montre suivante l'a poussée encore plus loin pour une fraction de ce qu'elle aurait dû coûter. La montre commémorative de la guerre civile. Une jeune femme est arrivée avec une montre de poche qu'elle avait achetée dans un vide-grenier pour 20 $, sans aucune idée de ce qu'elle avait. C'était l'époque de la guerre civile, et le cadran en porcelaine était encore intact, ce qui est rare compte tenu de la fragilité de ces cadrans
et du fait que peu d'entre eux survivent. Au dos, une gravure représentait 2 soldats, l'un remerciant l'autre de lui avoir sauvé la vie lors de la bataille de Cross Keys, une victoire confédérée lors de la campagne de Stonewall Jackson en 1862 dans la vallée de Shenandoah. Un expert extérieur a confirmé que c'était authentique, et l'attention de la salle s'est portée sur une question. Est-ce que l'histoire des soldats impliqués dans l'affaire se souvient de quelqu'un? Ce n'était pas le cas, mais la bataille l'était. Et cela seul maintenait le plancher autour de 700 $, même sans qu'un nom célèbre y soit attaché. Elle est repartie avec 1300 $, soit 65 fois ce qu'elle avait payé le matin même. L'expert qui a authentifié la pièce a déclaré que le cadran en porcelaine intact en faisait à lui seul l'un des exemples les plus propres qu'il ait jamais examinés. Un pari de 20 $ dans un vide-grenier venait de se transformer en une leçon d'histoire à 4 chiffres. Les 2 pièces suivantes sont arrivées avec des étiquettes de prix beaucoup plus élevées et des histoires bien plus fragiles en dessous. L'horloge Tiffany Banjo. Le propriétaire a apporté une horloge Banjo Tiffany & Company dont le panneau de verre était peint d'une bataille navale de la guerre de 1812. Il était certain qu'elle datait des années 1820 suffisamment anciennes pour avoir été construite presque en même temps que la bataille qu'elle représentait, et il en voulait 8 000 $. Rick n'était pas convaincu, et plus il regardait de près, plus la date glissait. La technique sur le panneau de verre est appelée églème peinture inversée et dorure, réalisée à l'arrière du verre, afin que l'image se lise correctement de face, et elle était utilisée sur les horloges Banjo depuis un siècle, au moment où celle-ci a été fabriquée. Cela le rendait inutile pour prouver à lui seul une date précoce. Ce qui comptait, c'était tout le reste. L'estimation réelle place l'horloge plus près de 1900. Le style de repeinture, le vieillissement du verre et la construction du mouvement correspondent tous aux méthodes de production de la fin de l'époque victorienne, et non à l'artisanat du début du XIXe siècle. 80 années s'étaient discrètement écoulées depuis l'âge de l'horloge. La valeur au détail était d'environ 2 000 $, soit la moitié de cette valeur sans le nom Tiffany. Rick a offert 1 200 $. Le vendeur en voulait plus de 6 fois plus et l'écart n'a jamais été comblé. Il est sorti toujours convaincu de détenir un morceau des années 1820. Puis vint une montre qui portait une revendication encore plus ancienne, 4 siècles plus ancienne, et une réponse attendant dans le métal lui-même, la montre English Hallmark. Un homme a déposé une vieille montre de poche en argent, certain qu'elle était de fabrication anglaise et vieille, d'environ 400 ans, une pièce qui aurait fonctionné avant l'existence des États-Unis. Rick ne discuta pas à voix haute avec lui. Il a simplement retourné le dossier et a commencé à lire. Les poinçons gravés sur l'argent racontaient à la véritable histoire. Une encre confirmant que la montre venait de Birmingham et une petite lettre faisant office de code de date, le genre de détail que la plupart des propriétaires ne pensent jamais à vérifier. Une recherche dans les archives anglaises du poinçon d'argent a placé la montre fermement en 1893 et non dans les années 1600. 400 ans d'histoire imaginaire regroupée en une seule lettre estampillée dans l'étui. Le mouvement fonctionnait encore bien pour son âge, mais 100 $ d'argent ne laissent pas beaucoup de marge de négociation. Rick a offert 120 $ et le vendeur est parti emportant avec lui sa montre de 4 siècles et sa réalité d'1 siècle. 2 histoires, 2 débrayages, 2 temps manquants, très différents. La montre suivante n'avait aucun embellissement, juste un jeu de poker, et un seul mot estampé sur le boîtier qui ne signifiait peut-être pas ce que le vendeur pensait, la Longines Navy Watch. Le père de Greg avait gagné la montre lors d'une partie de poker, une façon inhabituelle d'acquérir une Longines de 1912, avec le sceau Navy au dos, et un boîtier adapté conçu pour être monté sur la table de nuit d'un capitaine de navire. Greg pensait que la marque et les inscriptions militaires devaient valoir quelque chose de sérieux. Il voulait 5 000 $ avec 2 000 $ comme véritable plancher. La marque a vérifié. Le logo en forme de sablier ailé de Longines enregistré en 1889 est la plus ancienne marque inchangée encore active auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dans tous les secteurs. Les liens olympiques de l'entreprise sont encore plus profonds,
Longines a fourni le chronométrage des premiers Jeux olympiques modernes à Athènes en 1896, des décennies avant que les partenariats officiels avec le CIO ne deviennent que la norme. Le boîtier lui-même était estampillé 800, ce qui signifie qu'il était composé à 80% d'argent, un choix pratique pour un environnement marin puisque l'argent résiste mieux que les métaux communs dans l'air salin. Mais Cory n'était pas prêt à accorder au Mo Navy le crédit que Gregg voulait lui accorder. Une montre conçue pour une utilisation réelle dans la marine américaine, a-t-il souligné, devrait être bien plus avancée que celle-ci. Elle était équipée d'un indicateur de vent et d'une trotteuse, mais les montres ferroviaires de la même époque étaient nettement plus sophistiquées. Dans sa lecture, Longines a qualifié Navy de cette affaire comme une démarche marketing, le genre de raccourci utilisé par les entreprises chaque fois qu'elles voulaient emprunter la confiance du public dans une institution. Ce n'est pas exactement un mensonge, mais ce n'est pas non plus une preuve de quoi que ce soit. Corey a ouvert à $2500. Gregg a demandé $3500 et ils ont réglé à $3000. Gregg se retirant après avoir accepté un numéro lié à une connexion avec la marine qui n'était peut-être rien de plus qu'une étiquette depuis le début. Une étiquette était une chose. Le nom du vendeur suivant était celui que personne dans le magasin ne voulait prononcer à voix haute. La Rolex de Bernie Madoff. Un homme a posé une Rolex vintage sur le comptoir et a immédiatement fait la une des journaux. Il appartenait à Bernie Madoff, l'homme à l'origine de la plus grande combine à la Ponzi de l'histoire américaine. Il avait les documents pour le prouver. Une liste d'enchères de la vente Marshalls des États-Unis du 14 novembre 2009, organisée par les commissaires-priseurs Gaston et Sheehan, basés au Texas, dans la salle de bal d'un hôtel de Manhattan. L'un des quelques 200 objets retirés du penthouse de Madoff et des propriétés de Montauk pour rembourser ses victimes. Puis il a mentionné presque après coup que la montre avait fait l'objet d'une restauration. L'expression de Rick ne s'est pas améliorée. Il a expliqué pourquoi ce simple détail comptait plus que le nom sur les documents. Le boîtier, le mouvement et l'or étaient tous de véritables Rolex, mais le cadran et les aiguilles avaient été remplacés quelque part en cours de route. Une montre comme celle-ci, avec son cadran d'origine intact, même endommagé, peut valoir considérablement plus que la même montre portant un cadran de remplacement, car les collectionneurs préfèrent posséder quelque chose de défectueux et d'authentique, plutôt que de parfait et modifié. Le nom le plus célèbre sur le comptoir de la journée, assise au-dessus de la montre, la moins authentique. Le vendeur pensait que la connexion Madoff à elle seule devrait faire grimper le chiffre restauration ou non. Rick n'était pas du tout d'accord. Il a offert $10 000, un chiffre construit autour des pièces qui avaient effectivement été remplacées et non du nom attaché au boîtier. Le vendeur en voulait 40 000, arguant que l'histoire à elle seule le justifiait. 4 fois ce que Rick était prêt à payer pour un visage qui n'était même pas original. Aucun des deux côtés n'a bougé, et la montre a quitté le magasin de la même manière qu'elle était arrivée invendue, portant un nom que la plupart des acheteurs préféreraient, de toute façon, ne pas porter à leur poignet. Si un nom aussi célèbre ne pouvait pas conclure un accord, la question était de savoir si une histoire le pouvait aussi réelle soit-elle. Le chêne royal. Un homme est arrivé avec 3 montres jamais portées acquises au cours de 8 années de travail direct pour Audemars Piguet. 2 Royal Oaks et une Ladies' Peace. Rick les a reconnus avant que le vendeur ait fini de les déposer. Les Royal Oaks de Gerald Genta, les montres qui ont lancé la catégorie sport de luxe en acier en 1972 et sur lesquelles le monde horloger ne cesse de se disputer depuis. La version à cadran bleu était la plus recherchée des 3 et le boîtier de 39 mm le plus proche des proportions originales des années 1970 commande plus que les tailles ultérieures de 40 et 1 mm. Cette fois, il n'était pas question de trancher. Les montres étaient réelles. La provenance était réelle. La seule chose qui restait à discuter était le prix. Le vendeur voulait $120 000 pour l'ensemble, soulignant des annonces en ligne proches de $50 000 pièce. Rick repoussa. Les prix demandés en ligne ne reflètent pas ce que les acheteurs paient réellement. Et le marché du luxe d'occasion s'est considérablement affaibli. Il a proposé $50 000. Le vendeur est tombé à $110 000. Aucun des deux côtés n'a bougé et 3 montres authentiques et entièrement authentifiées sont reparties avec lui, invendues, sans autre raison que le numéro.
Une histoire vraie et de vraies montres n'était toujours pas suffisante pour conclure un accord, ce qui faisait du résultat du prochain visiteur la chose la plus rare de tout l'épisode. Une histoire si vraie et une montre si désirée que l'écart ne s'est tout simplement jamais creusé. La montre de poche de John Hancock. Rick voulait quelque chose en rapport avec John Hancock depuis des années, et lorsque la montre est arrivée en or 18 carats, toutes les pièces d'origine étaient intactes. Il n'a pas essayé de cacher ce qu'il ressentait à ce sujet. Il a souligné quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent jamais. Les vêtements de l'époque de Hancock comprenaient rarement une pochette de montre, car posséder une montre fonctionnelle était suffisamment rare pour que la plupart des gens n'en aient jamais besoin. Hancock était l'homme le plus riche de la Nouvelle-Angleterre lorsqu'il a signé la déclaration, et une montre comme celle-ci était un symbole de statut social, même à ce niveau de richesse. Rick le voulait pour sa collection personnelle, pas pour la revente, ce qui a changé le ton de la négociation. Le vendeur a ouvert à 150 000 $. Rick, qui joue habituellement au hardball, a complètement perdu sa forme. Au lieu de contrer à un niveau bas, il a proposé un seul chiffre raisonnable, 125 000 $, et a arrêté de parler. Le vendeur a hésité, puis l'a pris. Pas d'aller-retour, pas de recul pour y réfléchir, juste un numéro qui ne bougeait pas. Il a proposé d'emmener le vendeur dîner avant même que les formalités administratives ne soient terminées. Une montre trop précieuse pour les poches de l'époque d'où elle vient une histoire qui s'est avérée tout à fait vraie et l'épisode unique qui s'est terminé exactement là où il avait commencé. À votre avis, quel moment a été le plus gros pari, le vendeur de Madoff refusant 10 000 $ et attendant 40 000 $, ou le propriétaire de Royal Oak renonçant à une offre de 50 000 $ sur des montres d'une valeur bien inférieure à ce qu'il prétendait? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.